Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau webinaire de la Cramp Academy. Donc aujourd'hui, nous vous proposons une nouvelle session en compagnie d'Éric Cerceau, notre consultant financier. Et cette session va porter sur la rentabilité et plus particulièrement sur comment mettre en place des indicateurs clés pour un atelier. Donc durant cette session, nous allons vous proposer deux petites questions en sondage. Donc l'onglet sondage se trouve sur le côté droit de votre écran. Vous avez pour nous poser des questions tout au long de la séance. Et juste dessous l'onglet sondage, on vous indiquera lorsque les questions apparaîtront à l'écran. Voilà, n'hésitez pas à poser vos questions tout au long de la séance. Eric prendra un temps à la fin pour y répondre. Donc, j'ai le plaisir d'accueillir Eric. Bonjour. Oui, bonjour Marion. Bonjour à toutes et à tous. Un plaisir de vous retrouver sur ce webinaire dont le thème est tout simplement de savoir comment pouvoir se fabriquer un tableau de bord d'indicateurs spécifiques à l'atelier, comment l'utiliser bien sûr pour améliorer les méthodes de l'atelier, sa rentabilité, et comment partager ça avec l'équipe. On va regarder un petit peu tout ça en détail. Vous allez avoir normalement quelque chose à l'écran voilà, qui va se présenter. En fait, on revient sur quelque chose que nous avions vu ensemble la fois dernière, juste pour resituer les principes clés d'un atelier dans sa rentabilité, dans son activité. Un atelier, souvenez-vous, et vous le savez, ça vend du temps. Et le temps, ça ne peut pas se stocker. Donc, ça veut dire que tout ce qui va gêner la transformation du temps en production, bien sûr, de main-d'œuvre, est quelque chose que nous allons suivre de près, de façon à, bien sûr, l'éradiquer, mais aussi faire en sorte que ça puisse s'optimiser avec l'équipe. Alors, deux éléments très importants sur un atelier. On vend du temps à condition, bien sûr, qu'il y ait des clients. Ça, c'est la première étape. Donc, il faut qu'il soit rempli, de préférence, et de préférence toute l'année. On va voir si c'est possible. Et puis ensuite, quand il est bien sûr actif et rempli, il faut que nos techniciens, vos techniciens, soient capables de travailler dans les meilleures conditions pour produire le temps facturé qui va faire votre chiffre d'affaires, avec bien sûr la satisfaction de vos clients. Il ne faut pas que le matériel ou le véhicule revienne parce qu'il y a un petit souci derrière. Et bien sûr, générer la rentabilité. On va prendre des exemples. Vous allez voir, ça va être très concret, même si on parle un petit peu de chiffres. On va faire ça tranquillement avec, bien sûr, toutes vos questions qui sont les bienvenues. Alors, rappel aussi par rapport à la notion de taux d'absorption des frais fixes. On avait vu la fois dernière que c'était un élément très important, c'est-à-dire combien d'euros de charges votre atelier et le magasin sont capables de prendre en charge, d'absorber par rapport à l'activité et au total, bien sûr, de vos charges fixes. Et là, ce qu'on va regarder de plus près, c'est la partie en haut à droite, c'est comment améliorer la gestion de l'atelier et notamment, d'abord, se faire un tableau de bord. J'ai eu le plaisir, par rapport à la fois dernière, de rencontrer plusieurs d'entre vous. Je salue d'ailleurs ceux qui sont en ligne. Et c'est vrai que ça a été la question fondamentale que je pose toujours, c'est quoi votre poste de pilotage? Et on va essayer de voir comment le créer, comment l'utiliser. Et puis, il y aura des petits sondages que nous ferons pour voir si vous avez effectivement des choses qui correspondent. On va répondre à 4 questions de fond sur cette petite demi-heure. D'abord, si je n'ai pas de tableau de bord, si vous n'avez pas de tableau de bord, comment on fait pour se situer et voir si on est plutôt dans le bon rythme en termes de production de main-d'œuvre ou si éventuellement il y a un souci. Je prendrai des exemples pour vous montrer à partir de quand on détecte l'éventuel souci. Si vous n'avez pas de tableau de bord, comment se fabriquer une version de base à partir du moment où vous avez certains outils, vos DMS par exemple, avec peut-être une pointeuse, on va revenir dessus, c'est déjà quelque chose qui permet de le faire. Comment après on interprète, mais comment on s'en sert pour faire progresser la rentabilité? Quelles sont les pistes d'action? Et ça, c'est le plus important. C'est pas de juste faire un constat, c'est aussi d'aller chercher avec votre équipe des axes d'amélioration. Et puis, bien sûr, principe de management, on conclura par du management, sachant que c'est pas toujours évident avec les équipes. Et on verra peut-être quelques petits fondamentaux que vous adapterez, bien sûr, en fonction de votre site. Voilà. Alors, premier axe que je vous propose, c'est, on va imaginer que vous n'ayez pas aujourd'hui d'indicateurs clés, on verra lesquels bien sûr, mais vous avez quand même des chiffres comptables. Alors, première référence qui permet d'avoir un petit peu des ordres de grandeur, et on va essayer de se situer avec ces ordres de grandeur, avec beaucoup de bon sens et de pragmatisme, on va dire, pour voir déjà si on est, entre guillemets, dans les clous. Un petit rappel, quand vous prenez un contrat à 35 heures, j'ai pris cette hypothèse, même si je sais qu'il peut y avoir des heures supplémentaires, prenons les 35 heures fois 46 semaines par an,
Donc on fait abstraction bien sûr des périodes de congé, voire éventuellement de quelques absences pour formation. On a un potentiel total de 1610 heures par technicien et par an, considéré comme étant, je dirais, le maximum de leur présence. Il faut déjà partir de là. Ensuite, par rapport à ça, on va enlever un petit morceau. Quand je dis un petit morceau, c'est qu'on va raisonner sur le temps productif, donc qui est inscrit en vert sur le visuel. On va dire qu'un technicien, on pourrait peut-être un peu mieux, mais on va dire qu'on part de 80% de son temps où il est à l'action sur du matériel en train de travailler. Donc ça veut dire que ça représente 1288 heures par an. Après, si vous voulez convertir ça en chiffre d'affaires, et c'est là où on rejoint vos données comptables, moi j'ai pris un exemple à 50 € de taux horaire. Vous pouvez prendre la petite calculette et faire le même calcul avec votre propre taux horaire. Là, avec 50 € multiplié par 1288 heures, on obtient un chiffre d'affaires potentiel maxi de un petit peu plus de 64 000 €, 64 400 €. Donc là, ce qu'on va faire, ce que je vous invite à faire, c'est à comparer ce chiffrage avec ce qui existe chez vous et à se poser certaines questions. Quand on parle de 1288 heures, si on regarde un petit peu le visuel suivant, on va pouvoir regarder en fait en fonction de ce qui ressort chez vous. Alors j'ai pris un autre exemple. Imaginons que dans votre comptabilité, on l'a fait plusieurs fois avec certains d'entre vous, vous sortez par exemple un chiffre d'affaires sur l'année 2020 de 71 000 € hors taxe. Donc ça, c'est vraiment la main-d'œuvre facturée au niveau de votre atelier, c'est-à-dire que c'est sans les travaux extérieurs qu'on refacture comme une sous-traitance. Ce montant, 71 000 € hors taxe, par le taux horaire. Par exemple, là, je prends un autre taux horaire, 42 € hors taxe, ce qui veut dire qu'on a, dans ce cas-là, facturé 1690 heures à des clients sur l'année. Alors, le nombre de techniciens dont vous disposez, j'ai tout simplement compté les fameuses 1288 heures par technicien. Si vous en avez un, 1288 heures. Si vous en avez deux, 2576, etc. Vous avez sur l'écran. Et c'est vrai que si on se dit, par exemple, je prends l'exemple ici, on avait 1690 heures facturées à client avec 4 techniciens dans l'équipe. Donc là, effectivement, quand on s'est rendu compte de ça, on s'est dit, là, il y a un gros souci. Ça veut dire que sur un an, grosso modo, j'ai comme si j'avais 1,5 technicien chargé et qui travaille à fond. Et puis le reste, on ne sait pas trop. Donc déjà, cette façon d'aborder la chose, si vous n'avez pas d'indicateur, vous permet de voir si vous avez une bonne production à l'atelier par rapport à la capacité de production, donc vos techniciens, ou si inversement, c'est très surprenant et très compliqué. Et si on va encore un cran plus loin, pour parler par exemple en euros de ce qui serait un début de rentabilité, en fait, un technicien, j'ai pris un exemple de technicien en termes de salaire qui rémunérait en fait 1400 € bruts par mois. J'ai rajouté 45% de charges sociales, vous connaissez la dose, et ce qui fait à peu près 24 000 € bruts annuels de masse salariale, bien sûr avec les charges sociales. Donc quand vous avez 71 000 € de main-d'œuvre facturée client, comme dans mon exemple, et que vous avez bien sûr les 4 techniciens dont je parlais, déjà au niveau de leur salaire, on se retrouve à 96 000 € de masse salariale. Donc ça veut dire que déjà d'entrée de jeu, avant d'avoir imputé des éventuels frais de fonctionnement de l'atelier, on se retrouve en rouge. Donc ça permet peut-être aussi d'avoir une explication avec vos techniciens, de dire c'est vrai que normalement, on devrait déjà avoir un boni quasiment de 50%. Si vous prenez le salaire d'un mécanicien qui est correctement chargé au niveau du travail et qui fait bien son travail, on peut considérer qu'il vous rapporte en main-d'œuvre un peu plus de 2 fois ce que vous payez en masse salariale. Bon, c'est bien sûr en fonction aussi du taux horaire que vous avez, mais dans le cas inverse, comme mon exemple, là, ça permet déjà de faire un petit arrêt sur image avec l'équipe et de dire, messieurs, éventuellement mesdames, il y a un petit souci. On va regarder ça de près. Donc ça, c'est la première méthode que je vous propose. Nous l'avons pratiquée avec certains d'entre vous, et c'est vrai qu'après, on va essayer d'avoir des indicateurs plus détaillés qui vont nous permettre de répondre aux 3 questions que vous avez sur l'écran. Est-ce que vos techniciens sont efficaces? Alors, on verra ce qui se cache derrière ce mot-là, avec beaucoup de respect, bien sûr, pour eux. Est-ce que votre atelier est correctement chargé? Est-ce qu'il y a du boulot, en gros? Et est-ce que votre atelier est au maxi de la rentabilité? Donc, on va avoir effectivement 3 indicateurs clés qui vont nous permettre de répondre à ces questions. Et vous allez voir, ils ne sont pas forcément très complexes à partir du moment où on a quelques outils qui nous permettent de les obtenir. Le premier outil extrêmement important, et là on fera un petit sondage aussi pour savoir si vous avez ça, c'est de savoir si vous disposez d'une pointeuse. Alors qu'est-ce qu'une pointeuse? En fait, on a des versions un peu anciennes
qui font un joli cloc-cloc et qui font des trous dans un carton. Bon, ça, c'est le début de l'histoire, mais ce qu'on préconise aujourd'hui, c'est surtout si vous avez des DMS comme, je sais pas, G8 ou Irium, c'est d'avoir la version qui est connectée, hein, c'est-à-dire que vous avez tout simplement un code par technicien, un écran dans l'atelier, et ces messieurs, en début de travail et en fin de travail, font une petite manipulation rapide sur l'écran pour dire qu'ils ont commencé ou terminé les travaux. Les règles de base, tous les techniciens doivent pointer au fil des interventions, et surtout, on fait chaque OR, chaque ordre de travail, un pointage précis en temps réel. C'est-à-dire qu'on ne fait pas un pointage a posteriori en fin de journée, en essayant de se souvenir de tout et en essayant surtout de remplir les 7 heures de temps de travail. Ça n'a aucune utilité. On se fait un rideau de fumée en faisant ça. Donc ça, c'est la première question. Et donc par rapport au sondage que vous avez en ligne, c'est de savoir si effectivement vous avez une pointeuse. Donc, pour l'instant, on n'a pas encore tous les résultats. Je vous laisse répondre à la question, mais on verra effectivement, parce que ça, c'est d'abord très, très important. C'est le chronomètre, ni plus ni moins. Alors, c'est vrai que ça peut être perçu par certains comme étant un peu du flicage. Hein, donc là, il y a du management qui se cache derrière. Mais juste pour rappel, si vous avez un jour, on ne souhaite pas un litige avec un client et que ça se passe mal et que ça va au tribunal, c'est monsieur le juge qui vous demandera ce détail-là. Et si vous pouvez justifier d'avoir fait toutes les opérations, non seulement bien sûr en temps et en heure, mais avec l'ordre qu'il faut dans les règles de l'art, ce sera déjà un petit peu plus simple par rapport au litige qui vous oppose à votre client. Donc, premier prérequis. Ensuite, on va avoir une résultante de ça, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on pointe des temps, on peut déterminer des ratios, des indicateurs. Alors, il y a 3 ratios, peu importe les noms, parce que selon vos DMS, ça peut avoir des noms différents, mais en tout état de cause, c'est un peu comme mon thermomètre de cave là, que j'ai bricolé sur l'écran. Tout ça est en interaction, c'est-à-dire que les 3 ratios, en fait, vont fonctionner ensemble, et on va voir pour quelles raisons juste après avec le détail. Premier ratio que je vous propose, en fait, c'est de rapporter les heures facturées. Donc, Marion, si vous pouvez remettre là, très bien. Les heures facturées, donc les heures facturées, bah, ça, votre DMS, il les connaît, puisque sur chaque facture, vous mettez le temps facturé, bien sûr, multiplié par le taux horaire, et donc les fameuses heures pointées par vos techniciens sur chaque action. C'est-à-dire que là, on va intégrer vraiment la somme de tous les travaux qui ont été faits. Alors, l'objectif, en termes de pourcentage de ce ratio-là, un peu théorique, mais c'est quand même celui qu'il faut essayer d'aller chercher, c'est 110%. Moi, je dirais, pour être un petit peu plus dans l'esprit terrain, des choses qu'on constate, si déjà vous passez les 100%, c'est déjà très bien. Qu'est-ce qu'on va mesurer? À partir du moment où on regarde les heures facturées sur les heures pointées, ça veut dire qu'on regarde la capacité du technicien à travailler dans un certain laps de temps, par exemple, je ne sais pas, une opération qui dure 5 heures, et qu'on ait la capacité de la vendre, de la facturer en nombre d'heures, au moins 5 heures au client, voire un peu plus. Il ne faut pas assassiner les clients, bien sûr, il ne s'agit pas de surcharger, mais c'est vrai qu'avec l'expertise, avec les habitudes et peut-être même l'entraide entre les techniciens, on peut arriver parfois à gagner du temps. Alors, qu'est-ce que ça va impliquer? Déjà que les techniciens aient des compétences techniques qui puissent permettre de faire ça. On verra aussi un petit peu les pistes d'amélioration tout à l'heure. Il y a beaucoup d'éléments qui sont liés à l'organisation du travail dans l'atelier, à l'ergonomie des postes, et c'est vrai que ce ratio-là est un outil de management, c'est-à-dire qu'on va pouvoir suivre chacun dans sa performance, aider peut-être un technicien qui débute, hein, pour lui dire, bah voilà, tiens, sur cette opération qui durait 4 heures, qu'on a facturé 4 heures, bah, tu as mis 5 heures et demie. La prochaine fois, on verra comment peut-être au moins faire jeu égal, faire 4 heures, et puis peut-être un jour, il fera un peu moins. Donc ça, c'est le premier ratio, heures facturées sur heures pointées, que vous pouvez peut-être retrouver déjà dans votre DMS aujourd'hui. Hein, ça, il faut peut-être questionner l'éditeur, mais généralement, ils sont disponibles, ces éléments-là. Deuxième ratio que je vous propose pour répondre à l'autre question, à savoir l'atelier est-il correctement chargé? En fait, c'est tout simplement de rapporter les heures pointées sur les heures de présence. Et je dis bien les heures de présence. Hein, donc, ce qu'on a calculé tout à l'heure à 1288 heures 1610 heures, pardon. Alors, l'objectif, c'est 95%, tout simplement parce que le 100% n'existe pas. Hein, on ne peut pas avoir des techniciens qui soient capables, tout au long de la journée, d'avoir un pointage équivalent aux heures de présence. Je dirais même qu'on peut se rendre compte vite de certaines anomalies, de certaines erreurs, si ce ratio dépasse 100%. Ça, c'est pas possible. Donc là, il y a forcément des erreurs de pointage ou quelque chose qui ne va pas. Ou un mauvais calcul des heures de présence. Donc là, c'est quelque chose qui va être vraiment significatif du taux de charge de votre atelier. Donc dans les périodes un petit peu creuses de saison, éventuellement pour certains, de saison creuse, vous allez peut-être descendre, je ne sais pas, à 50%. Hein, bon, ça, il peut y avoir des raisons à ça. Après, ce qu'il faut essayer de voir, c'est au quotidien, quand on a du travail, est-ce qu'on est capable d'aller vers les 90%? Sachant que l'inverse, ce sont les heures improductives.
Alors, il y a toujours des choses, bien sûr, qui sont à faire dans un atelier, ne serait-ce que de temps en temps le ranger un peu, mais c'est vrai qu'il faut se méfier des sources de perte de temps qui vont impacter directement ce ratio. Alors ensuite, autre ratio pour la troisième question, à savoir sur la rentabilité, est-ce qu'elle est au maximum? En fait, là, on a quelque chose qui est vraiment significatif de la rentabilité, puisqu'on va prendre les heures facturées qui représentent le chiffre d'affaires, une fois qu'on les multiplie, bien sûr, par le taux horaire, et divisé par les heures de présence qui représentent, on l'a vu tout à l'heure, la masse salariale. La présence étant similaire au fait d'avoir des techniciens qui sont payés par l'entreprise, bien sûr. Et là, ce que l'on dit, c'est que déjà, si on passe les 100%, on commence à aller vers une rentabilité de l'atelier qui serait assez cohérente, assez correcte. Si on va vers les 105%, on va être bien. On va être dans ce qui est vraiment dans la norme de la profession. Un petit point important sur ce ratio, parce que je l'ai vu chez certains d'entre vous, parfois c'est le seul qui existe. Alors c'est vrai qu'il est la résultante des deux précédents, mais celui-ci tout seul, on n'a aucune visibilité sur ce qu'il faut améliorer. Vous le verrez juste après dans le détail. En fait, il faut vraiment avoir les trois ratios. C'est extrêmement important. Alors vous avez vu, ce sont des données de base assez simples, hein, quand on parle d'heures pointées, d'heures facturées, d'heures de présence. À partir du moment où on a une jolie pointeuse, comme évoqué, tout ça se passe assez facilement et s'enregistre dans le DMS. Si jamais ce n'est pas dans votre DMS, certains ont une façon de le comptabiliser avec tout simplement un fichier Excel et une pointeuse mécanique. Ça peut aussi se faire comme ça, mais c'est plus compliqué. Alors maintenant, comment on va se servir de ces ratios pour améliorer le fonctionnement de l'atelier? Imaginons qu'on reprenne le premier ratio, les heures facturées sur les heures pointées. Donc objectif 110%, et vous, quand vous faites le calcul avec votre DMS, vous tombez sur 70%. Pas beaucoup. Un peu faible. Alors, quelles sont les pistes à aller creuser? Déjà, la formation des techniciens. C'est un des éléments fondamentaux de ce ratio. Un technicien qui n'est pas suffisamment expérimenté ou formé sur une méthode, une intervention, va passer plus de temps, voire créer des retours en atelier. Et c'est vrai que pendant ce temps-là, la pointeuse, elle tourne et on ne peut pas facturer la totalité du temps qu'il a passé au client, ou tout au moins si vous le faites. Si certains clients acceptent encore aujourd'hui, vous avez beaucoup de chance, mais je pense que ça va être une époque un petit peu révolue, tout ça, pour des questions économiques. La répartition du travail sur les techniciens aussi, pour les mêmes raisons. Hein, si vous attribuez les travaux de haute technicité à quelqu'un qui n'a pas cette compétence, parce que le champion de la technicité, par exemple, est en congé ou en formation, attendez-vous à ce qu'il passe plus de temps, hein, si tant est qu'il soit capable d'aller jusqu'au bout, bien sûr, de l'opération. Parfois, l'outillage s'en mêle, hein, un outil manquant ou un outil défectueux. Le technicien va passer plus de temps pour pallier à ça. Donc là, ce qui est important, c'est d'avoir connaissance du fait qu'un outil a un souci ou a disparu, hein, bien évidemment. On peut parler aussi des ordres de réparation sur ce ratio, c'est-à-dire que déjà, c'est bien d'en faire, hein, je dis ça comme ça, mais j'en ai vu parmi vous qui ne faisaient pas, et c'est vrai que c'est très gênant parce que c'est quand même le contrat avec le client, mais c'est surtout aussi l'endroit où on va consigner tout ça. Alors, mieux renseigner les horaires, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut que le technicien, déjà, ne se pose pas trop de questions par rapport à la lecture même de l'écriture et de ce qui est marqué, hein, donc essayons de lire, d'écrire lisiblement, pardon. Et puis peut-être de mettre des pistes qui ne soient pas des pistes de diagnostic. C'est-à-dire que de temps en temps, on voit des ordres de réparation où on dit changez ça, vérifiez ça, etc. Non. Sur un ordre de réparation, on va mettre effectivement ce que signale le client et ensuite charge au technicien, peut-être le plus compétent en premier lieu pour faire un diagnostic, de pouvoir effectivement aller chercher les interventions les unes derrière les autres et surtout pas se lancer dans une intervention qui ne serait pas la bonne. Parce que là, qu'est-ce qui se passe? On a un pointage qui tourne, mais on ne peut pas facturer. Si on est tombé dans une impasse, on ne peut pas facturer au client, normalement. Alors, mieux communiquer avec l'équipe atelier, ça relève de principes de management. Hein, on parle souvent d'un briefing tous les matins. Ce n'est pas anodin, ce n'est pas pour embêter qui que ce soit. C'est simplement parce que ça permet de coordonner les actions et de donner de l'information aux techniciens, voire même de répondre à leurs questions. Un technicien qui se lance bille en tête sur un matériel, peut-être à un moment donné va avoir une question, et s'il y a un moment prévu pour ça, ce sera tout à fait bénéfique. Indiquer des temps de référence, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous avez des techniciens, alors débutants, mais pas forcément que pour les débutants, ça peut être intéressant pour tous les autres aussi, c'est de dire, voilà, cette opération-là, maintenance courante sur un matériel, je ne sais pas, sur un tracteur, passer un certain nombre d'utilisations, normalement, c'est quelque chose qui va durer 3 heures. Donc on inscrit ça sur l'ordre de réparation pour que le technicien ait ça à l'esprit, indépendamment du fait qu'il ait peut-être la possibilité de visualiser sur un logiciel planning quelque chose qui reprend effectivement le même temps.
Vous pouvez avoir aussi des sources de perturbation de ce ratio quand vous avez beaucoup de matériel qui sont stoppés dans l'atelier. Alors ça peut arriver pour des tas de raisons, mais c'est là où c'est intéressant, c'est d'analyser. C'est-à-dire que si vous en avez très souvent beaucoup, c'est pas normal. Si vous en avez un de temps en temps, il peut y avoir une raison précise, mais ça fait partie des points où à un moment donné, avec l'équipe, on fait un petit arrêt sur image pour dire mais à quoi c'est dû. La synchronisation avec le magasin, tout simplement parce qu'un technicien qui attend les pièces au comptoir, généralement ça se passe bien, avec le collègue du magasin, on tape la causette, hein, mais pendant ce temps-là, la pointeuse elle tourne, et c'est pas du temps qu'on facture. Donc si vous faites le calcul des temps perdus multiplié par le taux horaire sur une année avec un technicien, moi j'ai vu jusqu'à des billets de 10-12 000 euros hors taxe qui étaient partis par la fenêtre. Donc si vous acceptez que les euros passent par la fenêtre, oubliez le conseil. Mais c'est vrai que souvent, vous avez des magasiniers qui connaissent les principes de la préparation des pièces, qui ne sont pas forcément très férus de ça, mais une fois qu'ils l'ont fait, même pour eux, c'est un gain de temps. Et puis après, bien sûr, il faut traquer les boulettes, les anomalies, notamment fiabiliser les règles de pointage. Est-ce qu'on pointe et on dépointe au bon moment? Est-ce qu'il n'y a pas éventuellement des oublis? Et puis, est-ce qu'on a éventuellement oublié de facturer des points? Ça peut arriver aussi, ce qui fait que ça dénature aussi le ratio. Donc voilà les premières pistes. Alors je pense que vous aurez après coup la petite liste qui reviendra à l'écran, vous pourrez retélécharger, mais ça c'est vraiment des axes sur lesquels vous allez vraiment gagner en efficacité et donc en rentabilité. Alors sur le deuxième ratio, les heures pointées sur les heures de présence, donc la charge de l'atelier, pareil, même constat, imaginons que votre atelier, sur une période longue, vous avez mesuré ça, je ne sais pas, depuis le début de l'année, vous êtes à 60% de charge. Bon, c'est vrai que cette année, on a connu des moments où on n'était pas à la manœuvre compte tenu de la situation sanitaire, mais c'est vrai que première question qu'on peut se poser en temps normal, c'est comment on fait pour faire venir plus de clients. Si vraiment il y a un petit manque, le marketing sur la prévente, ça existe et ça fonctionne plutôt bien. Alors c'est parfois tout simple, ça peut être des SMS aux clients pour leur dire tiens, confiez-nous votre matériel dès maintenant plutôt que d'attendre le moment où vous allez vous en servir. Il y a peut-être une petite offre supplémentaire, je ne sais pas, de remise sur l'huile ou des choses comme ça. Le planning de charge. Comment est fait votre planning de charge? De temps en temps, je vois des cahiers papier où on note le nom du client, mais pas grand-chose d'autre. Ça, on ne peut plus fonctionner comme ça. Aujourd'hui, un planning de charge, c'est de préférence un logiciel. Alors, dans les DMS, il y a Yum, G8, vous en avez déjà, mais il y a aussi d'autres choses qui existent comme Mecaplanning, j'en avais parlé un peu la fois dernière. C'est ce qui vous permet surtout d'avoir quelque chose qui est interactif, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure du temps gagné ou du temps perdu, ça se remet à jour. Et ça permet, par exemple, d'indiquer à un client qui vous appelle que il vaut mieux qu'il apporte son tracteur dans 3 jours plutôt que ce soir, parce que lui, il en a besoin, bien sûr, pour travailler, et que vous, ça va vous encombrer. Et sachant que vous aurez la capacité de le traiter que dans 3 jours. Les temps d'intervention, c'est important, et c'est pour ça que le cahier papier, il n'est pas bon du tout, c'est parce que tout simplement, on ne sait pas prévoir technicien par technicien le temps qu'il va passer, en fait, un peu en théorie au début, bien sûr, sur chaque intervention, et donc de façon à charger. Et souvent, quand on n'a pas ce genre de planning de charge, on fait de la sous-charge, c'est-à-dire qu'on prend un peu naturellement une marge de manœuvre, et ce qui fait qu'on a des trous dans le planning et des trous dans la réalité après de la production. Donc ça, c'est très mauvais, bien sûr, pour le ratio, et c'est très mauvais pour la rentabilité. Des facteurs un petit peu différents qui peuvent perturber aussi le remplissage. Par exemple, les clients qui viennent à la rencontre de vos techniciens dans l'atelier. Je sais que ça se pratique, je sais que ça se fait, j'en ai vu de façon très sympathique et agréable. Sauf qu'il y a 2 dangers. D'abord, le fait que on est en train de s'arrêter de bosser quand on fait ça. Et donc, à un moment donné, on ne va pas pouvoir traiter tous les matériels qui avaient été prévus pour la journée. Et le deuxième point, un peu plus insidieux, c'est qu'on perd l'attention qu'on avait sur le matériel, on discute, on reprend, et à un moment donné, on se loupe et ça fait un retour atelier. Autre élément, ce que j'appelle les goulots d'étranglement. Alors, ça peut être tout simplement un début de journée. Les gars sont là, ils sont en tenue. Est-ce qu'ils ont tous un matériel à travailler? Tout de suite. Est-ce que, à la reprise, après le déjeuner, c'est pareil? Donc ça, c'est des points à surveiller. Là, il y a un chef d'atelier, si vous avez, ou vous-même, si vous êtes le dirigeant, de façon à ce que au moins les débuts de journée soient bien chargés. Ça se prévoit éventuellement la veille. Et puis, dernier élément qu'on avait déjà vu précédemment, c'est les erreurs de pointage qui peuvent bien sûr perturber. Sur les heures de présence, il peut y avoir des anomalies, notamment soyez vigilants sur la façon dont vous comptabilisez le temps, par exemple, de vos apprentis qui sont en alternance. Prenez bien le prorata quand ils sont là chez vous. Donc voilà les pistes à explorer par rapport au remplissage de l'atelier. Sachant qu'après, une fois que vous avez travaillé ces pistes-là, naturellement, vous allez avoir une rentabilité, le troisième ratio, qui va s'améliorer. Et vous allez avoir bien sûr des résultats en euros qui vont aussi beaucoup progresser, parce que non seulement vous sortirez plus de main-d'œuvre facturée,
mais vous aurez également toutes les pièces techniques qui sont liées à ce que vous faites à l'atelier qui vont progresser avec les marges qu'on connaît. Alors, dernier volet, rapidement, parce que je vois qu'on arrive pratiquement à la fin, tout simplement, comment, avec votre équipe, vous allez pouvoir faire vivre la chose. Alors, il y a un petit sigle à gauche qu'on appelle souvent en abrégé le PDCA, le P comme plan, ça veut dire qu'on prévoit de faire des choses, d'où le D comme do, on fait les choses. C'est bien d'avoir une idée, mais c'est bien de la mettre en œuvre avec l'équipe. Ensuite, check, ça veut dire qu'on vérifie qu'on a obtenu le résultat adéquat. Alors, c'est jamais parfait du premier coup. Et d'ailleurs, le petit Shadok, pour ceux qui connaissaient les Shadok, a une maxime sympa, c'est-à-dire qu'en essayant continuellement, on finit par réussir. Donc, ça veut dire que plus ça rate, plus ça a des chances de marcher. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça peut aider, bien sûr, à combattre le poids des habitudes et la crainte du changement, parce que c'est réellement ça. Mais il faut toujours avoir à l'esprit que ce ne sera jamais parfait du premier coup, mais qu'en faisant tourner ce principe du PDCA, au fur et à mesure avec l'équipe, vous allez pouvoir avancer. C'est très bien de les solliciter, d'ailleurs, pour avoir des sujets. Comment on pourrait faire mieux? Alors, dernier volet de la partie un peu management et comment j'utilise tout ça avec mon équipe. Si vous avez un chef d'atelier, un chef magasin, pour certaines organisations, ou si c'est vous-même, c'est pas grave, déjà, on va se fixer des objectifs et on va partir de nos fameux indicateurs clés pour dire, tiens, sur le premier heure facturée sur ordre de pointage, je suis aujourd'hui effectivement 70%, j'ai envie que le trimestre prochain, on soit à 80%. Je fixe un objectif, et pourquoi pas en parallèle, si vous avez un chef atelier qui mérite bien sûr ça, vous allez lui dire, écoute, si on obtient ce résultat, sachant que l'entreprise en aura bénéficié de rentabilité, une partie sera dans ta poche, dans votre poche, avec un montant bien sûr qui sera déterminé. Alors, il n'y a pas que ça. Si avec l'argent, ce serait un peu surprenant, mais ça joue quand même pas mal, mais il y a aussi le fait de solliciter alors parfois vos chefs de service quand il y en a, chef atelier, chef magasin, mais également toute l'équipe, pour dire quelles sont vos suggestions, comment vous voyez justement l'évolution de ces résultats par rapport à ce que vous constatez dans l'atelier. Et généralement, vous avez des pépites qui viennent, c'est-à-dire que les gens vous disent, moi, tiens, on n'en a jamais parlé, mais voilà, tel outil dont on se sert souvent sur tel type de machine, il est cassé. Donc je galère, et c'est pour ça que je perds du temps. Vous pouvez avoir plein d'autres choses qui sortent comme ça. De dire, écoutez, tout ce matériel que je rentre et que je sors le matin et le soir de l'atelier parce qu'on a fait venir les clients trop tôt, un cas récent dans la motoculture que j'ai pu constater, c'est vrai que c'est du temps perdu. Pendant ce temps-là, on ne peut pas travailler sur le matériel. Donc il y a tout un tas d'idées comme ça qui viennent, que vous avez peut-être déjà observées, mais dans le feu de l'action, on a du mal à y remédier. Et donc les actions proposées, tous ensemble, c'est de dire comment on fait pour éviter ça. Et puis, je ne sais pas, la semaine d'après ou le mois d'après, quand on refait le même point, on va noter qu'il y a effectivement une partie qui a bien fonctionné, on est content, et on va proposer éventuellement une suite pour l'amélioration. On avait un deuxième petit sondage à vous proposer par rapport aux indicateurs que je vous ai présentés, c'est de savoir si vous avez, vous, déjà, de part vers vous, dans votre DMS, ces indicateurs clés. En attendant, je vous remets le contact d'Eric. Vous retrouvez son numéro de téléphone et son adresse mail. Voilà, alors, comme je l'avais proposé la fois dernière, c'est toujours d'actualité en partenariat avec Cramp, bien sûr, c'est de pouvoir venir à votre rencontre de façon tout à fait gracieuse et sympathique, je le précise, pour faire un premier diagnostic avec vous, justement, des axes d'amélioration. Alors, j'ai eu le plaisir de le faire depuis la fois dernière sur 4 établissements, alors presque aux 4 coins de la France en plus. Donc, ça me permet de rencontrer des régions et des cas de figure très différents. C'est le début de l'histoire. On peut, bien sûr, ensemble aller plus loin après si vous avez besoin d'un coup de main, mais c'est au moins le début, ça s'est offert, de façon à identifier les pistes. C'est vraiment sur mesure par rapport à la structure que vous avez et éventuellement aux problématiques humaines qui sont assez souvent présentes. Merci Eric. À tous les participants, vous pourrez retrouver la présentation en téléchargement directement sur l'onglet sur lequel vous êtes inscrit. Pardon. Et puis voilà, la séance est terminée pour aujourd'hui. On aura l'occasion de vous reproposer d'autres sujets en compagnie d'Eric. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire aux prochaines séances. Merci beaucoup, Eric. Merci Marion et merci à toutes et tous. À très bientôt. Bonne journée.